Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va partir, on prend l'avion, une fois n'est pas coutume, et on va partir au Canada avec Stéphanie Milo, une investisseuse hors pair à l'énergie débordante qui a des milliers de choses à nous raconter. Un épisode qui a pu être organisé grâce à mon associé et acolyte Michel, co-créateur du Club Invest et avec qui, voilà, on a toujours des milliers de projets en tête. Si vous me rejoignez, je suis Bye Bye Patron et je suis investisseur immobilier depuis 2011, boursier depuis 2014, crypto depuis 2017. Dans ce podcast, on traite de tous les sujets autour du Bye Bye Patron pour vivre sa meilleure vie et avoir les moyens de ses envies. Pour ma part, j'ai 2 objectifs principaux par an, en plus de plein d'autres mini-objectifs. Acheter 5 biens par an et voyager dans 10 pays. Et à l'heure où j'enregistre ce podcast, je suis de retour de Zurich. J'ai été à Zurich hier. Alors Zurich, c'est pas la destination la plus exotique que j'ai fait cette année, mais c'est quand même exotique par rapport au prix. Alors j'ai regardé, c'est dans les classements entre la 2 et 3e ville la plus chère du monde après Hong Kong. C'est vrai que c'est assez incroyable les prix qu'on paye. J'ai payé par exemple 2 pizzas dans un restaurant, on va dire assez classique, 66 €. Je suis allé rendre visite à mon cousin qui habite là-bas. Il paye entre 1000 et 1500 € une chambre en colocation dans un appartement bien placé, mais pas avec des finitions non plus extraordinaires. Voilà, 3 cocktails. On est sorti le samedi soir, 3 cocktails, dont un cocktail sans alcool, 60 €. Donc il faut avoir fait des gros billets quand vous allez là-bas, ou alors ne pas y rester très longtemps. Voilà, pour un week-end, c'est un peu égal le montant qu'on paye sur ce genre de conso. Mais c'est vrai que ça m'a impressionné. J'ai déjà visité des pays qui sont chers, par exemple l'Islande, le Danemark, la Suède c'était un peu moins cher, même aux États-Unis souvent c'est assez cher. Là, c'était encore un niveau au-dessus, j'ai trouvé. Par contre, le constat que j'ai pu faire, c'est que tout est de plutôt bonne qualité. Toute la nourriture, toutes les boissons, les cocktails, ils sont vraiment faits avec minutie. Donc on paye cher, mais on a la qualité en contrepartie. Là où dans d'autres endroits, on paye un peu moins cher et il y a beaucoup moins de qualité. J'ai également pu déjeuner avec Rémi, un auditeur du podcast qui travaille sur place. Et donc, je fais ma première annonce. J'en ai pas parlé à Rémi, mais j'aimerais bien faire un épisode avec des jeunes, dont par exemple Rémi, des jeunes actifs, ou alors quelqu'un qui aurait changé de vie récemment et qui travaillerait à l'étranger. Donc je pense que ce serait bien de faire un épisode à 2 ou 3 pour présenter les avantages de partir à l'étranger pour son premier métier, notamment salarié. Donc ça sort un peu du contexte du Bye Bye Patron, mais c'est vrai que c'est comme ça que moi j'ai pu commencer assez tôt à investir, parce que j'ai eu des bons revenus vu que j'étais parti à l'étranger, des revenus supérieurs à ceux que j'aurais pu avoir en France. Et en plus à l'époque j'avais vraiment un lifestyle qui était très peu coûteux, parce que je travaillais beaucoup et puis que je sortais des études où j'avais pas eu beaucoup d'argent. Donc c'est vraiment un moyen de gagner des années. Rémi, il a 25 ans cette année, il m'a dit, et puis là il vient d'acheter quand même un assez gros appartement dans la région bordelaise. Donc sûrement que s'il était resté en France, il n'aurait pas pu faire ça. Donc déjà félicitations à toi. Et donc si vous êtes parti dans des pays où on gagne très bien sa vie, alors je sais pas en tête, j'ai la Suisse, les USA, Dubaï, Singapour, Australie, Norvège, peut-être qu'il y en a d'autres dans les pays du Golfe, ou au Danemark ou des choses comme ça. N'hésitez pas à me contacter, on pourrait organiser un épisode, je pense à 2 ou 3 comme ça, où chacun partage un peu son expérience. Ce serait très intéressant, et puis pour voir ce qui est possible, parce que en tout cas c'est vraiment un accélérateur, partir quelque temps quitte à revenir ensuite, puis pour s'ouvrir l'esprit. Moi, si j'étais pas parti à l'étranger, j'aurais pas voyagé autant. Voilà. Ma vie aurait été sûrement très différente. Je sais pas si j'aurais été plus ou moins heureux, mais en tout cas c'est sûr qu'elle aurait été très différente. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Merci, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à l'épisode avec David Combe. C'est vrai que il pèse comme dans le game, on peut dire ce qui est. Donc il y a eu pas mal de partages en story. Donc 14 Jacob, 14 Jacob, Franco Schmutzi, Anthony Gemtel, j'entretiens chez vous, Trading Imo Christophe, Laetitia Combe, donc la femme de David. On a un peu échangé sur justement les relations, le couple, comment. Franchement, c'est vraiment une super aventure. Alors autant quand on se sépare, les investissements ça peut poser problème, mais quand tout va bien, investir en couple ça peut être vraiment génial. Évidemment, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. King Aubert, comme d'hab, beaucoup de partage en ce moment. Merci à toi, Ed, Hugo, Ulrich. Et puis j'ai eu 2 commentaires sur Apple Podcast, The Real Mamadou et Delphine V. Merci Delphine V, merci pour les commentaires sur Apple Podcast. J'ai 96 notes
Allez, aidez-moi, on est tout proche des 100. Aidez-moi à exploser ce compteur de 100 notes sur Apple Podcast. Je sais, vous vous dites, je vais le faire, j'y pense, je vais peut-être le faire. Et puis après, vous le faites pas. Ben c'est bon, vous pouvez le faire maintenant. Je vous laisse 3 secondes pour aller sur la page du podcast. C'est tout en bas. Vous cliquez, vous mettez 5 étoiles et tout le monde est content. Petite annonce avant de démarrer. Je m'engage à ça comme ça. C'est sûr que je la finirai. Je suis en train de tourner ma première vraie formation sur alors je pense que je vais faire un mix formation et puis après vous pourrez m'appeler également sur la négociation lors des achats. Les taux ils sont en train de monter, le marché il est un peu fou. Je pense que c'est une très bonne occasion de négocier fortement et de faire des bons achats. Donc j'avais écrit un livre il y a 1 an et demi sur le sujet où j'étais rentré, déjà quand même j'avais bien expliqué les principaux concepts et là l'idée c'est d'aller encore plus loin bien sûr et je vous montre vraiment des actes notariés. J'ai pris les extraits des actes notariés, j'ai regardé, alors je les ai pas fait tous les actes notariés que j'ai achetés, mais j'ai regardé j'ai trouvé une dizaine d'actes où les vendeurs ils faisaient pas de plus-value à la vente, donc pour moi ça veut dire que j'ai bien négocié et que j'ai bien acheté dans un marché qui était assez fou, où les prix ils ont fait que monter depuis quand même un petit moment. Voilà, moi j'ai regardé, j'ai une dizaine d'actes notariés, en tout cas dans ceux que j'ai regardés, où j'ai pu, où on voit clairement que j'ai acheté, alors soit très très proche du prix qui avait été payé, soit parfois à des prix bien inférieurs. Donc je pense que c'est la preuve que faire des bons achats, comme j'ai pu le faire. Vous pouvez être comme moi. Si vous m'écoutez beaucoup, vous pouvez être comme moi. Et c'est vraiment une bonne opportunité pour avoir des grosses rentas, revendre avec des plus-values. Donc j'explique tout dans la formation, je suis en train de la tourner. Voilà, vous pouvez me dire si c'est la meilleure idée du siècle, comme je le pense, ou si c'est l'inverse. Mais bon, voilà, elle sortira quoi qu'il arrive. Maintenant, je m'engage et je vais tout faire pour la sortir peut-être avant la fin du mois d'octobre. Pour l'invité du jour, on part donc au Canada. Alors vous pouvez trouver des défauts à ce podcast, mon accent, la façon dont je parle, peut-être la musique d'intro, ou que sais-je, mais je pense que je suis le podcasteur le plus cosmopolite du game. J'ai reçu de tout. J'ai reçu une personne surendettée, j'ai reçu des personnes qui ont des dizaines de lots, des millions de patrimoine. J'ai eu des investisseurs en Thaïlande, j'ai eu un joueur de poker au Cambodge, une investisseuse en Argentine, une à Dubaï, un à Budapest à qui on va rendre visite. J'ai enregistré avec un investisseur en Espagne, j'ai pas encore publié l'épisode. J'ai une invitée dans les starting blocks pour la Tunisie. Et voilà, je cherche toujours des invités qui investissent dans tous les pays des francophones. C'est quasiment sûr, sinon je passerai pas un épisode en anglais dans une autre langue, surtout si je la parle pas sur le podcast. Mais si vous connaissez des francophones qui investissent en Afrique, qui investissent, je sais pas moi, au Mexique, Bali, on connaît un peu, il y a déjà eu des contenus là-dessus. Pourquoi pas, mais il y a déjà eu des contenus là-dessus. Ou que sais-je, aux USA. J'avais eu Hippolyte qui habite aux USA et qui avait un peu parlé du marché là-bas, mais il est pour l'instant pas vraiment investisseur à ma connaissance. Donc voilà, si vous connaissez des gens qui investissent à l'étranger, ils seront les bienvenus sur le podcast. Je vous laisse avec Stéphanie. Il y a Michel qui est un peu sur le côté pendant l'épisode. Vous allez voir, il parle de temps en temps. Elle a vraiment une énergie phénoménale. Elle a un parcours de folie. J'ai adoré faire cet épisode. C'est super inspirant. Quand j'ai fini l'épisode, mais j'étais remonté à bloc. Merci à Stéphanie. On se retrouve de l'autre côté. Et bonne écoute à tous. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Aujourd'hui, on a une invitée et un guest, les deux de l'autre côté de l'Atlantique, en la personne de Stéphanie et Michel. Comment ça va ? Chez vous, c'est le midi, c'est la pause de midi. Nous, on a déjà fini notre journée, voilà. Ouais, on vous voit, vous êtes rayonnants. Moi, j'ai déjà fait une longue journée. Donc voilà, aujourd'hui, le thème, ça va être le Canada. On va un peu parler de l'investissement au Canada. Donc Stéphanie, toi, tu es spécialiste à la fois pour toi-même et pour former des gens dans ce domaine. Juste, tu peux te présenter rapidement où est-ce que tu habites, quel âge tu as, et puis après, on passera en revue un peu... ça commence fort, mon âge! Écoute, au moins, depuis quand t'investis, voilà, qu'on connaît un peu un ordre d'idée. Voilà, c'est vrai que...
Ben non, écoute, y a pas de souci. J'habite au Québec. Je suis depuis 3 ans maintenant dans la belle, magnifique région des Laurentides. Je vous dirais à 40 minutes de Montréal, donc dans les montagnes, pas loin des pentes de ski. J'ai 51 ans. J'ai commencé à investir à 22 ans. Mais j'ai 51 ans, mais j'ai 22 dans mon cœur. Ah, voilà. Et oui, j'ai commencé à investir très tôt, dans la jeune vingtaine. On aura l'occasion de revenir, j'imagine, sur mon parcours et mon histoire. Voilà. Bah justement, en fait, pour démarrer, j'aime bien que les invités racontent une expérience un peu insolite. Vers quel métier tu t'orientais peut-être à la base? Est-ce que tu as fait des métiers un peu improbables ou des tâches auxquelles tu n'aurais pas pensé forcément? Ouais. Ben moi je raconte souvent en conférence cette anecdote. Quand j'étais enfant, un de mes jeux préférés, c'était que j'étais seule et je jouais à me faire interviewer à la télévision. Alors ça a toujours été une fascination pour moi et je te dirais qu'à l'âge de dans le début trentaine, j'ai commencé à écrire des livres qui ont été publiés ici au Québec, au Canada et même maintenant en Europe. Et j'ai été invitée à travailler à la télé. Donc, j'ai fait beaucoup de télévision ici au Québec, de la radio. J'ai fait des centaines et des centaines d'apparitions. Donc, les gens souvent me reconnaissent parce qu'on fait évidemment beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux, mais très souvent, les gens vont me dire « Ah, je vous ai vu à la télé dans tel contexte. » Donc ça, c'était mon rêve de petite fille qui s'est réalisé. Et aussi, mon deuxième jeu préféré à l'époque, c'était de jouer à l'agent d'immeuble, donc le courtier immobilier. J'avais un trousseau de clés, puis j'ouvrais les différentes portes de mon appartement où j'habitais avec mes parents. Alors, c'est une anecdote cocasse parce que c'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis investisseuse et aussi, je fais toujours beaucoup de télé, de radio, de live sur le web. Donc, la caméra ne m'a jamais fait peur. Eh ben voilà, c'est ça. Et parfois, il faut prendre des chemins un peu détournés. Tu pensais peut-être pas passer à la télé pour parler d'immobilier, mais maintenant, tu y es. Alors, en fait, on va faire 2 parties dans ce podcast. Le premier, ça va être orienté sur l'investissement au Canada, voir comment ça se passe, les spécificités. Puis après, on reviendra sur ton parcours. Je pense que c'est plus simple de le faire dans cet ordre. Parce que si tu expliques plein de choses sur ton parcours qu'on n'a pas expliqué avant, on va avoir du mal à suivre. Donc, tu as commencé à 22 ans. À cet âge-là, tu faisais quoi? C'était quoi ton métier? J'étais étudiante à l'époque. Je faisais mon baccalauréat à l'École des hautes études commerciales. Et la particularité, c'est que j'étudiais de soir et de jour, j'étais dans la vente. Donc, j'étais représentante pour une grande compagnie d'alimentation dans les chocolats. Et c'est là qu'un jour, quand j'étais sur les bancs d'école, le professeur qui nous enseignait, moi j'étudiais en marketing, avait dit, si vous voulez un jour être indépendant financièrement, pensez à soit partir en affaires, donc créer une entreprise, ou encore investir en immobilier. Et moi, de par mon désir, mon goût depuis ma tendre enfance de jouer au courtier avec mes clés, j'ai dit oh wow, l'immobilier, et c'est comme ça que ça a commencé. Donc j'avais un job le jour, j'étais étudiante de soir et j'ai fait ma première acquisition comme ça à 22 ans. OK. Et donc on va parler on peut en parler déjà maintenant par rapport au financement au Canada. Souvent il faut mettre quand même pas mal de cash en apport, non? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Écoute, monsieur, madame, tout le monde croit que ça prend un apport. Nous, ici au Canada, on appelle ça une mise de fonds, mais prenons la terminologie pour que tout le monde comprenne bien. Donc, on a souvent cette croyance que ça prend un apport de 10-20%, alors que la réalité, c'est que si on y va par les voies traditionnelles, oui. Alors, je m'en vais à la banque, à l'institution financière, je demande un prêt hypothécaire et je dois mettre un apport. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est ça que c'est une de ces stratégies qu'on enseigne dans le programme de formation Immo Réussite, c'est que il y a plein de stratégies de financement créatif. Il faut comprendre que moi, quand j'ai débuté à l'époque, j'ai acheté un premier 3 appartements, j'ai mis un petit apport, mais par la suite, quand j'ai continué à investir jusqu'à aujourd'hui, j'avais pas toujours besoin de mettre un apport, sinon c'est irréaliste. Alors, j'ai utilisé ce qu'on appelle des stratégies de financement créatif. Il y en a plusieurs, hein, la balance de vente. Je sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, mais c'est le vendeur qui vous finance la mise de fonds. Et
évidemment, il y a le prêt privé. Il y a ce qu'on appelle ici au Québec le love money, donc de l'argent qui vient de quelqu'un de ton entourage. Vous connaissez ça. Donc, il y a plein de stratégies. Et pour moi, un investisseur immobilier aguerri et qui veut avoir un parc immobilier intéressant se doit d'apprendre ces stratégies s'il veut avoir un parc intéressant. C'est mon opinion. OK. Donc, à l'époque, tu en avais mis un peu. Tes économies du travail, en fait. Oui, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas ce que je sais aujourd'hui. Il y a 30 ans. J'étais comme monsieur, madame, tout le monde. Je m'étais dit, OK, je dois mettre un apport pour acheter. C'est ce que j'avais fait. Donc, j'avais ramassé, mes sous pour acheter mon premier. C'était 3 appartements que j'avais acheté. Mais la réalité, c'est que rapidement, j'ai appris d'autres stratégies qui m'ont permis d'aller beaucoup plus rapidement. Bien sûr, ouais. Puis, je crois que, pour ceux qui voient pas, c'est Michel, l'associé de Thibaut. Parce que j'ai pas dit que j'étais là. Moi, je crois qu'à un moment, tu t'es associé aussi, si je me rappelle bien, quand on avait discuté ensemble, avec ta belle-sœur ou une cousine. T'as raison, Michel, avec ma belle-sœur. Donc, ça, c'est une stratégie aussi intéressante qu'on appelle, c'est du partenariat. Et dans cette association-là, on a acheté ensemble 2 gros biens immobiliers, un 12 appartements et un 16 appartements en Mauricie. Donc, pour les gens qui connaissent, là, c'est dans le bout de Trois-Rivières au Québec. Et moi, j'ai mis $0 parce que ma belle-sœur n'avait pas les connaissances pour investir en immobilier. Elle voulait investir, mais elle avait pas le temps de se former et, de venir chercher toutes les connaissances. Et moi, j'avais les connaissances, j'avais les contacts, je connaissais le marché. Alors, on a fait un partenariat où elle a mis la part. Moi, j'ai amené ma contribution au niveau de mes connaissances et évidemment, on a acheté ensemble. Donc, ça a été très gagnant-gagnant comme stratégie et je me suis retrouvée du jour au lendemain parce que j'étais actionnaire avec elle à 50%, je me suis retrouvée avec 6 appartements d'un côté plus 8. Donc, 14 appartements pratiquement d'un coup, là, ça a été sur 1 an et demi en mettant $0. Donc, ça aussi, c'est un très bon exemple. Puis merci de me le rappeler, Michel, puis de l'amener sur le tapis. Mais c'est une façon d'investir avec $0 en immobilier. Et même principe en Europe, vous pouvez faire des trucs comme ça. C'est assez courant d'avoir des gens peut-être plus vieux ou qui ont des métiers très prenants, mais qui gagnent très bien leur vie. On le conseille pas mal. L'association, c'est vrai que souvent, on le pense à 50-50, mais ça peut servir vraiment. Apporter du savoir, ça a tout à fait de la valeur. Et c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer ou qui se sont déjà lancés, mais qui veulent s'associer. Exact. Donc, si vous avez des frères et sœurs, faites en sorte qu'ils soient beaux. Comme ça, ils peuvent se marier. Comme ça, vous pouvez vous associer avec votre nouveau beau-frère ou belle-sœur. Ça peut être un investissement. Qu'ils soient beaux et qu'ils rencontrent quelqu'un de riche. Voilà, c'est ça. Ok, top. Je voulais voir avec toi. Alors, pour toi, c'est ta vie. Enfin, t'es habitué à ça. Mais est-ce qu'il y a des contraintes spécifiques quand tu visites par rapport au Canada? Je pensais notamment par rapport au climat qui est assez froid. Est-ce que, par exemple, l'isolation, ça compte beaucoup depuis longtemps? Le type de chauffage, comment vous chauffez au gaz en général? Ou il y a aussi des... Écoute, les vieux bâtiments vont parfois être chauffés au gaz, mais exemple, moi, dans tout mon parc immobilier, j'avais à l'époque un immeuble qui était au gaz que j'ai converti en chauffage électrique. Donc, je te dirais que la majorité des biens aujourd'hui sont chauffés électriques et ce sont les locataires qui payent l'électricité et non pas le propriétaire. Okay. Quand c'est un immeuble chauffé au gaz, souvent, ça va être à la charge du propriétaire. Et je raconte souvent en conférence une anecdote. Quand j'ai acheté le seul de mes immeubles qui était à l'époque un chauffage au gaz, c'est moi, la propriétaire, qui payais le chauffage pour mes locataires. Et j'étais passée en plein hiver devant mon immeuble et il devait faire moins 30. Là. Tu sais, c'était vraiment glacial en plein mois de janvier. Et je passe devant l'immeuble et je vois une fenêtre ouverte chez un de mes locataires. Et je raconte que j'avais l'impression que je voyais les signes de dollars sortir, tu comprends? L'argent jeté par les fenêtres, là, on le voit vraiment, quoi. Alors, le jour où j'ai converti le chauffage et que dorénavant, c'est lui qui payait, c'est drôle, mais quand je passais devant, les fenêtres étaient fermées l'hiver.
Donc c'est plutôt électricité, les immeubles. Okay. Je te dirais même j'ai un immeuble à Montréal qui a une 50aine d'années et c'est un chauffage électrique. Donc c'est pas un immeuble qui est récent, mais c'est quand même un chauffage électrique. Ok. Et toi, tu as privilégié des achats dans des... Tu vois, il y a plusieurs genres d'immeubles. Il y a des très grosses copros. Souvent, en plus, au Canada, je pense qu'il y a des services associés, des salles de sport, des choses comme ça. Toi, quand tu t'es lancé, t'as privilégié des immeubles basiques, entre guillemets, je suppose, ou comment tu t'es... Qu'est-ce que tu cherchais comme bien... Ton bien idéal, il ressemblait à quoi, en fait? Ce à quoi tu fais allusion, Thibaut, c'est des immeubles en copropriété où souvent il va y avoir salle de gym, des services. Moi, j'ai pas investi là-dedans. Je trouve que c'est pas avantageux parce que il y a toujours des frais qu'on appelle de copropriété et on est à la merci comme propriétaire d'une hausse de frais de condo. Donc moi, ça m'intéressait pas. Alors moi, j'ai acheté des 8 appartements, des 16 appartements. C'est vraiment le gros de mon parc immobilier. Donc c'est des immeubles qui comportent, exemple, 8 appartements de grandeur, mettons des T2. En Europe, vous appelez ça comme ça. Nous, on appelle ça des 4,5. Alors, c'est un 2 chambres à coucher. Moi, c'est les immeubles que je privilégie parce que ça attire une belle clientèle. Souvent, ça va être des couples ou encore des gens seuls. Ceci dit, j'adore les enfants, je suis moi-même maman, mais bien sûr, dans mes immeubles, quand, exemple, tu loues un appartement en haut à une famille avec 4 enfants, c'est vraiment pas une bonne idée parce que tu risques d'avoir des plaintes du locataire en bas. Donc ça, j'ai toujours fait attention à ça et c'est pour cette raison que je suis allée avec des immeubles de 8 ou de 16 appartements sans vraiment avoir de service offert. Je n'ai pas aussi fait beaucoup de locations meublées. C'est intéressant de le faire au Québec et au Canada, mais moi, je l'ai pas fait tant que ça. C'était pas le genre d'immeuble qui était tellement propice à ça. Par contre, dans mon programme Immo Réussite, j'ai des experts qui viennent l'enseigner à nos membres parce que c'est quand même très intéressant et ça peut être très lucratif. OK. Très, très intéressant. C'est T3, nous, quand il y a 2 chambres, mais parfois on appelle ça des 2 chambres, ça dépend où on est en Europe. T3, OK. Mais c'est vrai que c'est la bonne stratégie, on l'applique aussi. Avec Michel, on a un seul appartement plus grand que ça. Et en fait, tu as 2 risques, soit des familles très nombreuses, soit des gens plus aisés et qui sont habitués à être un peu pointilleux, à lire tous les textes, à être habitués à voyager peut-être dans des hôtels plus chics et tout. Donc, c'est vrai qu'on l'a fait une fois et je suis pas sûr qu'on le refera, d'acheter un appartement plus grand qu'un T3. C'est sûr que non. C'est sûr que non. On ne le refera pas. Je confirme. Ok. Alors, je voulais voir avec toi, je m'étais dit on va faire un parcours d'un acheteur, un investisseur. Je viens chez toi, je veux investir 450 000 $ canadiens. Par quoi je commence? Je sais qu'aux États-Unis, les agents immobiliers ils fonctionnent pas comme en France, par exemple. En France, c'est un agent, il a un bien et ce bien est vendu souvent que par un seul agent. Comment ça fonctionne chez vous? Vous avez alors exemple, tu débarques Thibaut avec 450 000, donc évidemment tu n'auras pas grand chose à Montréal. Je fais des blagues, mais pas tant que ça. Ça sera, tu devras sûrement t'éloigner. Moi, ce que je suggère toujours aux gens qui débutent et qui veulent venir investir ici, ben évidemment, s'ils sont québécois, je leur dis, prends une carte géographique, mets un point sur ta maison ou ta résidence personnelle et fais un rayon de 30 minutes autour et regarde là-dedans. Déjà, 30 minutes là tout autour, t'as quand même un grand rayon, c'est quand même t'as quand même un beau terrain de jeu pour chercher un bien immobilier. Ça, c'est l'étape. Ben non. L'étape 1, c'est pas vrai. L'étape 1, c'est formez-vous. J'ai trop vu des gens faire des mauvais investissements, payer trop cher, acheter dans des mauvais secteurs, avoir de la difficulté à louer, avoir des mauvais locataires parce qu'ils étaient pas dans des bons secteurs. Donc, étape 1, il faut se former. Ensuite, étape 2, je regarde où j'habite et je commence mes recherches dans ce coin-là. Et comment ça fonctionne ici, c'est que on peut décider, on a plusieurs options, mais on peut décider de prendre les services d'un courtier puis de dire, OK, tu vas m'aider à chercher un bien immobilier.
je recommande pas tellement cette approche. Moi, je préfère moi-même faire mes recherches. Donc, dire, exemple, je cherche dans tel secteur, je regarde les propriétés qui sont en vente et ensuite, ben là, je peux décider de choisir de me faire représenter par un courtier, n'importe lequel, ou encore faire affaire avec ce qu'on appelle le courtier inscripteur. Donc, le courtier inscripteur, c'est celui qui vend la propriété. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Ensuite, on fait une offre d'achat. Je pense que vous appelez ça un compromis, c'est ça? D'abord, on fait une offre et après, on signe un compromis qui est beaucoup plus formel avec beaucoup plus de clauses légales, etc. De clauses. Bon, fantastique. Donc, nous, ici, c'est tout d'un coup. Alors, on fait une offre d'achat. Il peut avoir une contre-offre. Donc, exemple, tu arrives avec ton 450 000, tu viens me voir, tu veux me faire une offre sur mon 3 appartements à Montréal. Tu m'offres 450 000 et je fais comme non, moi, je m'excuse, mais et je reviens à ce moment-là en contre-offre en disant, ben non, c'est 500 000, par exemple. On dit n'importe quoi là en termes de chiffres, c'est pas important. Donc, il peut avoir cette petite négo. Et ensuite, évidemment, il y a la visite. Parce que depuis quelques années au Québec, avec le marché qui a été en ébullition, souvent les courtiers immobiliers demandaient d'avoir des offres d'achat acceptées avant de visiter le bien. On peut le comprendre pour ne pas faire déranger les locataires pour rien. Alors, c'était pas fou comme approche, mais évidemment, à partir du moment où on s'est entendu sur un prix, ben là, il y a une visite et ensuite, on doit remplir les conditions. Donc, aller chercher le financement. Et moi, ce que je dis à mes membres, super important, et j'ai vu trop cette erreur-là dans les 2 dernières années, des gens qui faisaient une offre d'achat et qui retiraient leurs conditions d'inspection en bâtiment. Je pense que vous, du côté de l'Europe, vous appelez ça le diagnostic. On est là pour le plomb, l'électricité, les choses comme ça, le thermique et tout ça. Ben exact. Nous, on a ce qu'on appelle un inspecteur en bâtiment qui va aller voir le bien immobilier, qui va monter sur la toiture, voir l'état des portes et fenêtres, de l'électricité, de la plomberie, etc., l'état des différents appartements. Alors, c'est quelques centaines de dollars. Ça peut être un millier de dollars si c'est un plus gros bâtiment, mais ça vaut la peine et c'est pour moi... Tu sais, je donne souvent cet exemple. Si tu vas t'acheter une paire de souliers... et que au final tu les essaies pas, t'arrives chez toi, ça fait pas. Bon, t'as dépensé, je sais pas, 100 €, mais tu sais, là tu t'apprêtes à acheter un bien immobilier de quelques centaines de milliers de dollars et tu vas même pas valider si la santé au niveau de la structure est là. Pour moi, c'est un non-sens. Donc ça, c'est l'étape qui vient par la suite. Donc on s'est entendu sur un prix, on a eu le financement comme acheteur. On visite, évidemment, et ensuite, on fait une inspection en bâtiment. Si tout est beau, ensuite, on passe chez le notaire et on devient propriétaire. Et ensuite, on va rencontrer nos chers locataires. OK. Et l'inspecteur... Vas-y. Excuse-moi. Ouais, je voulais dire, entre le moment où tu es d'accord sur un prix, tu vas voir le bien, mais tu te rends compte qu'en fait, les photos, c'est pas du tout ce que c'était la vérité. Et en plus, le diagnostic qui te revient et donc l'expertise, elle est super précise, hein, j'en ai vu. Franchement, c'est impressionnant. Tu dois tout noter. Vraiment, c'est pas comme en France où on fait venir un gars qui reste 30 minutes. Mais à partir de là, on peut repartir en négociation. Non seulement, Michel, puis merci d'amener la précision, on peut repartir en négo ou se retirer. Parce que nous, ce qu'on enseigne à nos membres, c'est quand vous faites une offre d'achat, il y a une multitude de conditions que vous allez mettre qui vont vous permettre de vous sortir du deal si vous changez d'idée. Parce qu'évidemment, vous avez fait une offre d'achat sur quelque chose que vous avez même pas visité. Alors moi, évidemment, ça se peut qu'en visitant, je me rende compte que, oh my God, non. C'est pas, soit que les photos ne rendaient pas justice ou que les photos n'étaient pas toutes là. Donc, je veux avoir une clause qui est clairement écrite, qui dit si suite à la visite ou encore au diagnostic, je ne suis pas content, je me retire et il n'y a aucun frais. Alors ça, c'est une protection. Très intéressant. Et l'inspecteur en bâtiment, donc il vérifie la toiture, il vérifie que le bâtiment il va pas s'écrouler, parce que par exemple ça n'existe pas chez nous, alors que ce serait très utile, hein, bien sûr, si tu achètes un bâtiment. Mais très, c'est une sacrée garantie, n'empêche, quand tu achètes un immeuble. Et si j'ai bien compris, parce que j'ai discuté avec pas mal d'amis qui ont acheté ici, on peut même le payer en plus pour qu'il aille jusqu'à mettre une caméra dans toute la tuyauterie ou ce genre de choses. Alors on le paye en plus, mais c'est des sécurités en plus, quoi.
Et en tant que vendeur, on peut le proposer aussi en disant, ben là, c'est sain et comme ça, vous Tout mettez à ça. fait. Et je vais aller même plus loin. Responsabilité. Moi, je dis toujours aux gens dans ma formation, à chaque fois dans ma vie que j'ai acheté un bien immobilier, j'ai toujours fait faire une inspection. Et avec le rapport d'inspection, on s'entend là sur un 8 appartements, par exemple, ou sur un 16 appartements, des fois, le rapport d'inspection pouvait avoir 75 pages. Là. C'est super précis et exhaustif, d'accord? Ben, qu'est-ce que ça me permet de faire? Si je décide d'acheter l'immeuble, la bonne nouvelle, c'est que j'ai un plan de travail pour les 10 prochaines années. Je sais ce qui va être à faire en termes d'entretien, de travaux pour les années à venir. Mais non seulement ça. Non seulement ça, c'est que souvent, et je l'ai toujours fait, je renégociais le prix à la baisse. Donc, oui, ça me coûtait, prenons un exemple, un chiffron, 1 000 $ pour un rapport d'inspection, mais c'est pas rare que j'ai rebaissé le prix de 20, 30, 40, 50 000 $. Donc, dans le fond, j'ai payé 1 000, mais j'en ai sauvé, mettons, 30. Alors, on s'entend, j'ai sauvé, c'est wow, là, j'ai sauvé 29 000. Et en plus, et là, évidemment, le vendeur peut renégocier. Il n'est pas obligé d'accepter ma nouvelle offre à la baisse, mais on peut trouver un terrain d'entente. Donc, c'est très gagnant-gagnant. Ouais, très intéressant. C'est comme si tu achetais une voiture et que tu avais quelqu'un qui regardait vraiment en détail toute ta voiture. Bah forcément, il va trouver des points. Ok. Juste pour en revenir au financement, donc parfois il y a de l'apport, parfois il y en a pas. C'est quelle durée qu'on peut avoir au Canada et quel type? C'est des taux fixes, des taux variables que vous avez? On a les deux, taux fixes et taux variables. On peut avoir des durées d'hypothèque ça dépend, 25 ans, 30 ans ou moins. C'est sûr que si on achète un bien qui est hyper rentable dès le jour 1 et qu'on veut, tu sais, j'ai exemple des gens qui joignent la formation, ils ont 50 ans, ben ils ont peut-être pas envie de mettre une hypothèque sur 25 ans. Alors ils peuvent, si l'immeuble est rentable, ils peuvent dire moi je vais le payer en 15 ans. Parce que leur objectif est que ça soit payé le plus tôt possible. Donc, à leurs 65 ans, l'immeuble sera entièrement payé. Ils pourront décider de le vendre ou encore de vivre des revenus de location. Donc, ça, c'est très personnel à chacun. Les taux peuvent être fixes ou variables. Personnellement, j'ai toujours pris des taux fixes. Et je me tape dans les mains actuellement. Alors, se taper dans les mains en bon québécois, ça veut dire que je suis vraiment contente actuellement parce que avec la légère hausse des taux qu'on a vu ici au Canada, les taux variables ont été très malmenés. On va dire ça comme ça. Moi, je suis une investisseuse malgré la grosseur de mon parc immobilier. J'ai toujours été quelqu'un d'assez... je vais pas dire insécure, c'est pas le bon mot, mais je joue plutôt safe. Je m'excuse de l'anglicisme, mais je suis prudente. Je cherche prudente. On va dire ça comme ça. Et le fait d'aller vers un taux fixe, ben nous assure, exemple, moi souvent dans mes débuts, je prenais une hypothèque et je prenais un taux fixe qui était gelé 5 ans. Alors je savais que pendant 5 ans, j'allais toujours avoir le même paiement hypothécaire. Ça me sécurisait beaucoup comme jeune investisseur à l'époque. Ok, ouais, très intéressant. Et à quel point ta situation, ton emploi, c'est important pour le financement? Tu vois, par exemple, en France, si t'as pas d'emploi, ou même si t'es entrepreneur et que tu te payes pas vraiment, que tu laisses tout l'argent sur ta société, c'est assez compliqué de lever de l'argent. Parce que aussi, en France, la garantie, elle est plutôt sur ta personne que sur le bien. C'est plutôt toi qu'on va harceler pour que tu payes. En Amérique du Nord, je pense que c'est un peu différent. C'est plutôt sur le bien. Donc, est-ce qu'on peut emprunter un peu importe sa situation ou... Faut faire attention. Si on va avec du 4 appartements et moins, donc 4, 3, 2, 1, effectivement, on va regarder vos revenus. Donc, vos revenus, votre salaire ou encore vos revenus d'entreprise, bon, etc. Parce que la banque, donc l'institution financière, prend pour acquis que si vous avez 1 ou 2 appartements vacants, on va revenir vers vous et dire « Hey, tu dois payer l'hypothèque ». Ceci dit, le conseil super important que je dis toujours aux gens, c'est tournez-vous vers du 5 appartements et plus.
dans un monde idéal. Peut-être pas pour le premier achat parce que ça peut être insécurisant, mais rapidement, quand on vient chercher des connaissances et qu'on se forme, on gagne en confiance. Et quand on achète du 5 appartements et plus ici au Québec, au Canada, ben la banque regarde est-ce que l'immeuble est rentable. Donc, est-ce que l'immeuble dégage ce qu'on appelle un cash flow positif. Donc, qu'est-ce qu'un cash flow positif? C'est que j'ai des dépenses, moins mes revenus, il reste de l'argent tous les mois. C'est ça que la banque va regarder. Donc, rapidement, moi, j'emmène mes membres à se tourner éventuellement vers du 5plex et plus. Donc là, vos revenus personnels sont beaucoup moins regardés et évalués. Ok, très, très intéressant. Et bon, pas à Montréal, mais en dehors du Québec, c'est quoi à peu près le ticket d'entrée pour 5 lots et plus? Combien il faut? Écoute, 1 million de dollars? Oh non, mais non, pas du tout. À Montréal, oui. Oui. Mais écoute, si tu t'éloignes, il y a des régions où ça peut être 300 000. Tu sais, si tu vas vraiment loin, mais tu peux... Tu sais, je pense entre autres... tu vois, en ce moment, ici, dans la région où je suis, il y en a un 5plex qui s'est vendu, mais moi, je suis pas loin de Montréal quand même, j'étais à 35 minutes. Puis ça s'est vendu un petit peu plus que 600 000. Mais exemple, j'avais un coaching cette semaine avec un gars du Grand Nord, donc vraiment dans le nord du Québec. Puis tu sais, lui, il m'a montré un 4plex, 4 appartements, et c'était 259 000. C'est vraiment pas cher, là. Vraiment pas. J'ai une petite coupure. C'était combien le 4 appartements? 259 000 pour un quadruplex. Ah ouais, ok. Mais on s'entend, il est éloigné, là. Je vous dis pas il faut prendre l'avion. Enfin... non, mais il faut rouler longtemps en voiture. Ok. Et quelle rentabilité on peut espérer sur ce type d'appartement? Combien si tu payes dans ces régions où c'est un peu moins cher, je sais pas, 400 000 dollars chaque année, ça te rapporte combien à peu près un immeuble comme ça? Si t'as fait une bonne affaire, on va dire. Tu vois, lui, là, si je prends le sien, il y avait 36 000 dollars de revenus pour un prix payé de 259 000. Donc, c'est quand même bien, là, en termes de rentabilité, c'est intéressant. Bien sûr, le 36 000, tu dois déduire de ça tes dépenses. On se comprend, là, c'est pas 36 000 dans tes poches, mais quand même, c'est quand même intéressant. Ouais, bien sûr. Et là, tu as ton cash flow qui est positif si tu as emprunté sur 20 ans ou 25 ans. Tout à fait. Okay, exact. Top. Et je voulais voir encore avec toi, c'était les locations, les locataires. C'est quoi comme type de bail? Tu as des durées fixes, tu as des durées... Parce que moi, t'as des pays d'Europe où tu peux sortir comme en France quand tu veux, tu as un préavis. Tu as des pays où tu as un bail pour 2 ans, par exemple, et si tu pars avant, tu payes plus ou moins, ou soit tu t'arranges, mais sinon... Tu payes les 2 ans. Comment ça se passe chez vous? Ici, je te dirais que majoritairement, c'est des bails, des baux de 12 mois. Et la particularité aussi au Québec, c'est que les gens, en majorité, entrent tous dans nos appartements le 1er juillet et le bail va jusqu'au 30 juin de l'année prochaine. Ça, c'est la majorité. Il y a des exceptions. Je vous donne un exemple. Actuellement, j'ai un de mes appartements à louer. Ben, les gens vont rentrer en octobre ou en novembre. Et là, on va signer un bail de plus de 12 mois. Ça va être peut-être de 19 mois. Donc, c'est souvent des baux de 12 mois. Les gens sont garants de leur bail. Par contre, il y a une pratique qui est de plus en plus courante ici, c'est qu'on peut céder notre bail si on ne veut plus y habiter. Moi, comme propriétaire, je préfère toujours reprendre, dire à la personne, OK, c'est correct. Exemple, j'ai un petit couple dans un de mes immeubles qui se sont achetés une maison cet hiver. Donc là, évidemment, ils voulaient pas amener leur bail à terme au 30 juin, donc je les ai libérés parce que je savais que j'allais relouer rapidement. Fait que ça dépend du propriétaire. On a quand même de la latitude, mais évidemment, on a ici une institution qui s'appelle la Régie du logement. Maintenant, ça s'appelle le tribunal administratif. Et ça régit les relations locataires-propriétaires. OK. Et si tu as un problème avec ton locataire, tu vas là-bas? Ouais. Mais moi, je dis souvent, ça fait 29 ans que j'investis et je suis allée une fois en 29 ans à la régie, du temps où je m'occupais moi-même de gérer mes locataires, parce qu'aujourd'hui, j'ai une compagnie qui s'en occupe pour moi, une compagnie de gestion. Mais dans toutes les années, là, je m'en suis occupée pendant 15 ans quand même et je suis allée une fois à la régie. Mais sans vouloir me vanter, j'étais une très bonne propriétaire dans la mesure où j'étais parlable. Moi, j'ai toujours dit, tu
sais, je sais pas si vous connaissez cette expression, une main de fer dans un gant de velours. Connaissez-vous? Ouais. Ah. Donc, j'ai toujours donné énormément de services à mes locataires. Donc, moi, si tu m'appelles et que tu as un problème avec ta champlure ou avec une porte d'armoire, il va y avoir quelqu'un qui va y aller le jour même. Donc, je donnais beaucoup de services, mais en même temps, j'étais très rigoureuse sur tu me payes le premier. Mais en même temps, j'ai toujours eu une belle relation avec mes locataires. Je les choisissais aussi. J'étais super sélective. Et ce qui me permettait de faire ça, c'est que j'ai justement acheté dans des secteurs de choix. Moi, mon profil d'investisseuse, c'était de dire j'achète dans des secteurs ou dans des quartiers qui sont bien. Et veut pas, ça attire une belle qualité aussi de locataire. Donc, tout ça ensemble, ben, c'était plus facile à gérer. Ah, bien sûr, je comprends. C'est aussi un peu la stratégie qu'on essaye d'avoir, hein. Faut bien suivre les paiements. Et si un locataire, il te paye pas, tu peux le sortir facilement de l'appartement? Non, on lui donne un bon coup sur la tête. Non. On le renvoie chez les ours. C'est ça. Non, écoute, oui. Ici, justement, avec l'instance qui gère les relations locataires-propriétaires, ça s'appelait anciennement la Régie du logement. Moi, je suis encore de la vieille école. J'appelle encore ça comme ça, mais il fallait, dès qu'un locataire ne payait pas, qu'on ouvre un dossier à la régie. Donc, et le 21 du mois. Donc, nous, le loyer est toujours payable le 1er du mois. Le 21, si la personne n'a toujours pas payé, donc 3 semaines plus tard, là, tu peux aller à la régie ouvrir un dossier. Moi, j'attendais pas le 21. Moi, le 2 au matin, si tu m'avais pas payé, tu recevais un petit coup de fil de moi. Et le 5, tu recevais une lettre enregistrée. Donc, une fois, je me suis rendue à aller à la régie ouvrir un dossier le 21 parce que la personne n'avait toujours pas payé. Mais sinon, avec ce que je mettais en place rapidement, moi, je procrastinais pas. J'avais jamais de soucis. Et en plus, il faut dire que en amont, j'ai toujours de la misère avec ça, l'amont et l'aval. En amont, c'est avant, hein, c'est ça? Ouais, en amont, c'est avant, ouais. Donc, en amont, c'est que j'avais fait des recherches. Nous, ici, on a des enquêtes pré-location qui nous permettent de connaître le pédigré du locataire, de connaître sa cote de crédit, de savoir est-ce qu'il a un emploi, est-ce qu'il a un dossier criminel. Donc, tu sais, j'étais aussi très rigoureuse et sélective, ce qui fait que tu minimises beaucoup les problèmes avec des locataires qui payent pas. Ça peut arriver, hein, quelqu'un qui tombe malade ou il y a des exceptions dans la vie. Il peut avoir été toujours un bon payeur et du jour au lendemain, il arrive quelque chose. Ça arrive, mais on prenait des ententes et j'ai jamais eu de problème. Je vais toucher du bois, là, mais tu sais, j'en ai eu des locataires en 29 ans. J'ai 99 appartements actuellement et j'en ai eu des centaines et des centaines de locataires et honnêtement, j'ai pas eu souvent de soucis à me faire payer. OK. Et à partir du moment où tu vas à la régie, qu'est-ce qui se passe? Ben là, souvent les gens ici au Québec vont dire la régie, elle est plus du côté des locataires. Moi, je suis pas d'accord. C'est vrai que dans certaines situations, exemple, tu ouvres un dossier à la régie parce que le chat de la voisine à l'appartement 2 fait du bruit, ça peut être long. Je vous le dis tout de suite, là, le chat, on se dit que c'est pas un si gros inconvénient. Par contre, pour non-paiement de loyer, la régie a toujours été rapide. Donc, à partir de là, eux, ils peuvent avoir des recours, aller chercher le salaire de la personne. Donc, on arrive à se faire payer. Et même, on peut recevoir rapidement un jugement pour mettre la personne dehors si vraiment elle ne paye pas. OK. Rapidement, c'est 2 mois, 3 mois, quelques mois. Enfin... Oui, et même quand on l'a mis dehors, on peut avoir une saisie sur son salaire, même quand il n'est plus là. OK. Donc, tu récupères. Bien plus efficace en France, quoi. Et en France, c'est différent. On a des assurances. Oui. Ouais, maintenant. Mais aussi au Québec, il n'y a pas de dépôt de garantie. Il n'y a pas c'est interdit. Attention. Enfin. C'est interdit de l'obliger. C'est interdit de l'obliger. Ouais. On peut le demander et le locataire peut dire non. Okay. On se comprend? Ouais. Tu sais, exemple, il y a des gens des fois qui me posent la question, est-ce que Stéphanie, on peut demander des chèques post-datés? Alors, le locataire entre et on lui demande une série de 12 chèques. Tu peux le demander, mais il n'est pas obligé d'accepter. Vous comprenez? Fait que c'est ça, là. Il y a c'est pas illégal de le demander, mais ça serait illégal de l'obliger. Okay. Voilà la distinction. OK.
Ce que je voulais voir encore avec toi, avant qu'on passe sur ton parcours, c'était les impôts et les taxes. Les impôts. Quand t'achètes, t'as une taxe de bienvenue, non? Ou quelque chose comme ça qui s'appelle. Ouais, bienvenue dans notre ville. Ouais, ça fait partie de la vie. Moi, j'invite mes membres à toujours le calculer dans leur calcul de rentabilité. Alors oui, c'est une réalité auquel on doit faire face. Ça, c'est une chose. Ensuite, évidemment, il y a les impôts. Mais moi, j'ai une philosophie qui est plus je paye d'impôts, ça veut dire que plus je fais de l'argent. Donc, j'ai pas vraiment de souci avec ça, dans le sens où et j'ai aussi un très bon fiscaliste qui est très by the book, donc mais qui connaît aussi la loi, les meilleures pratiques, qui m'a rapidement invité à me structurer au niveau fiscal pour que ce soit avantageux pour moi et tout ça dans la légalité, bien sûr. Là, moi, je dis toujours à mes membres dans la formation, je vais jamais vous enseigner des trucs qui sont sur le bord de la légalité. Non, moi, je vous enseigne des trucs légaux parce que je veux bien dormir et je veux que vous dormez bien. Là. J'ai pas envie qu'au bout du nez nous pende le fait que l'impôt peut revenir sur nous. Donc, mais il faut se structurer. Alors, un bon fiscaliste, on en a dans la formation, va vous donner les bons conseils pour aller chercher la meilleure structure fiscale pour que ce soit le plus avantageux pour vous. Mais tu sais, les taxes, ça fait partie de la vie. Et je dis toujours aux gens, si tu connais quelque chose qui va me permettre de m'enrichir sans payer de taxes tout à fait légalement, appelle-moi, je vais aller prendre un café avec toi. Ouais. Ok. Et quand tu achètes, ça représente combien cette taxe? C'est sur un pourcentage du prix du bien? Ouais. Est-ce qu'on parle de la taxe de bienvenue? Ouais. Ouais, c'est en fonction de la valeur. Donc, plus tu payes cher, exemple, moi, j'avais acheté un appartement à Laval que j'avais payé, ma résidence personnelle, là, j'avais payé un million, un petit peu plus, là, avec les taxes, quand même des sous. Et j'ai reçu toute une taxe de bienvenue, là. C'était comme genre 12 000 là. Fait que oui, mais là, je trouvais ça beaucoup parce que c'était pour ma résidence personnelle. Fait que j'étais comme, oh my God. Mais on s'entend que si j'achète un bien immobilier d'1 million, qui abrite, je sais pas, moi, 5 appartements, ben oui, je vais payer une taxe de bienvenue de 10 ou 12 000 canadiens, mais en même temps, ça passe dans les revenus de location. C'est les locataires qui, au final, ça leur est un peu refilé, vous comprenez? OK. Ouais, donc c'est un montant, c'est raisonnable, c'est à un quelques pourcent du prix d'achat. C'est sûr que les gens aiment pas ça, là, parce qu'on préférait ne pas avoir à payer, mais c'est comme ça. OK. Et après, sur tes locations, ça dépend comment tu te structures. Soit tu as une société, si c'est en nom propre, c'est c'est sur tes revenus classiques. OK. Et quand tu revends, tu as aussi une taxe sur la plus-value? Non, attention. Oui, tu as un gain en capital, pas sur ta résidence personnelle. Donc, exemple, si je vends demain matin ma résidence personnelle et que j'ai réalisé un profit de 500 000 good, je me suis mis 500 000 dans les poches. Par contre, pour tous les biens immobiliers à revenus, donc ce que vous appelez les immeubles de rapport, si je n'y habite pas, oui, il y a un gain en capital à payer qui est 50% de la valeur de ton profit. Donc, si tu fais un profit de 500 000, tu vas payer 50% de ce gain en capital. Ah ouais, là, c'est quand même important. Ouais, il y a beaucoup moins de taxes à la rentrée, mais à la sortie, c'est vrai que c'est pas mal. C'est ça, exactement. Mais encore une fois, il y a des façons tout à fait légal. Exemple, moi, mon fiscaliste m'a fait me créer une fiducie, ce qui fait que éventuellement, je pourrais léguer sans impact fiscal à mon garçon. Là, il est jeune encore, il va avoir 14 ans, mais éventuellement, je pourrais lui léguer mes immeubles sans trop d'impact fiscal. Donc, il y a aussi des façons de vous structurer pour que ça soit moins impactant. OK. Et sur les loyers, si j'achète un appartement sans société, c'est à peu près combien les impôts? C'est un pourcentage tu peux déduire des charges et tout? Ça dépend de combien de ton revenu? Oui, c'est parce que il faut comprendre, tu vas déduire toutes les charges, bien sûr, mais ça va être ajouté à ton revenu personnel. Donc, évidemment, c'est dur de répondre. Si tu fais 20 000 par année versus l'autre qui en fait 200 000 par année en salaire, c'est ajouté à ton revenu. OK. Top. Je pense qu'on a fait un bon tour. Je sais pas, Michel, si tu vois encore une question à poser sur l'achat. Sur l'achat, non, je crois pas, non, on a bien tout détaillé, hein. C'était vraiment chouette. Merci. Ok, du coup, pour la deuxième partie, on va voir un peu, ton point de départ, on l'a vu, ton parcours. Donc, 22 ans, t'as acheté trois appartements. Tout de suite après, ça a été l'opération avec ta belle-sœur?
Non, oh non, 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 pas du tout. Non, non, je connaissais même pas mon mari à l'époque. J'avais un autre mari. Moi, j'ai eu plusieurs maris, hein. Non, c'est pas vrai. Ok. J'en ai eu juste 2. Et je suis toujours avec le deuxième. Ok. Non, à 22 ans, j'ai acheté mon premier 3 appartements. Comme je vous disais tantôt, j'étais étudiante au HEC, puis j'avais un job de jour là, comme représentante des ventes. De l'âge de 22 ans à 30 ans, je n'ai rien fait d'autre en investissement immobilier, autre que acheter une résidence personnelle, mais je veux dire, j'ai pas acheté d'immeubles à revenus, donc d'immeubles de rapport, de 22 à 30 ans. J'étais aux études, ensuite j'ai été en business, donc j'ai lancé une entreprise. Alors toutes ces années-là, j'avais mon 3 appartements dont je m'occupais, mais je regardais pas trop des immeubles à revenus. Et à l'âge de 30 ans, moi, j'étais retournée étudier après mon bac en marketing. Je suis retournée étudier en pédagogie et je suis allée chercher mon brevet d'enseignement. Donc, à 30 ans, j'étais professeure. Et un jour, il y a une collègue à moi qui m'a amené une petite découpure de journal et il y avait une soirée d'investisseurs immobiliers. Et c'était, je pense que c'était le lendemain soir. Et elle me dit, « Hey, Stéphanie, ça risque de t'intéresser. » Et je me suis pointée à cette soirée le lendemain. Et ça a changé ma vie. Je suis arrivée et j'avais vraiment l'impression que, oh my God, j'étais avec mes semblables, qu'on parlait tous le même langage et c'était super inspirant parce qu'il y avait des gens là-bas qui avaient beaucoup plus d'appartements que moi. Moi, je me considérais une investisseuse avec mes 3 portes, mes 3 appartements. Mais là, j'ai trouvé chaussures à mon pied. Il y en a qui avaient 8, 16, 100 appartements et j'ai fait comme, oh my God, c'est possible. Et moi, j'ai bien des défauts, mais il y a quelque chose que c'est que j'ai confiance en moi dans la vie. Et je me suis toujours dit, si lui ou elle est capable, ben moi, je suis pas plus folle que lui, je vais réussir et je vais emprunter le même chemin. Et ce soir-là, j'ai joint à cette époque-là une formation. C'était à l'époque en présentiel, hein, c'était pas à l'ère du web. Là, ça fait 20 ans de ça. Le web, on s'entend, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Et j'ai joint une formation de 3 jours en présentiel. Donc, c'était un petit peu plus que 20 heures de formation pour apprendre à devenir investisseuse immobilier. Et quand je suis sortie de ce 3 jours-là, les gars, je vous dis, là, je savais que ma vie allait changer. Je savais. C'est comme je le savais dans toutes mes tripes, dans mon corps. Et pas longtemps après, j'ai acheté un premier 8 appartements dans les mois qui ont suivi. Et ensuite, ça a déboulé très rapidement. Un autre 8 appartements, un 16 appartements, un autre 16 appartements. Plus tard est venu l'achat avec ma belle-sœur, mais ça, c'est arrivé quand même plus tard. Et ça a été très rapidement jusqu'à aujourd'hui, 99 appartements. Là-dedans, j'ai fait du flip immobilier. Donc, ici au Canada, on appelle ça du flip. Vous appelez ça de l'achat-revente rapide dans le but de faire un profit. J'ai fait de l'autoconstruction en groupe. J'ai fait du partenariat. Tu sais, j'ai fait beaucoup de trucs en immobilier. Alors, ça a été très rapidement à partir du moment où je me suis formée. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, c'est un de mes amis, Olivier Roland. Je sais pas si vous le connaissez. Ah, il est passé sur mon podcast. Ouais. Bon, ben, Olivier, on s'était rencontrés à Miami. Ça a l'air cool de dire ça, hein? On s'est vu, Olivier et moi, à Miami, mais c'était vrai. On était tout un groupe de web entrepreneurs, dont Olivier Séban, que vous connaissez aussi peut-être, qui enseigne l'immobilier là-bas. C'était Olivier qui organisait cette rencontre-là et on gagnait toute notre vie sur le web. Mais moi, à l'époque, j'enseignais pas l'immobilier. Moi, j'étais plus en développement personnel sur le web. Et Olivier m'avait dit, moi, je suis intéressée à t'interviewer sur ton rôle d'investisseuse immobilier. Et grâce à Olivier, puis je vais toujours l'en remercier, c'est lui qui m'a challengé, qui m'a dit, Steph, ça n'a pas de bon sens que tu n'enseignes pas ta méthode. T'es une femme, premièrement. T'es une bonne formatrice. T'es inspirante. Donc, je dis ça là humblement. Et c'est grâce à Olivier que j'ai décidé de fonder ma formation en ligne Immo Réussite. Puis ça aussi, ça a changé ma vie. Donc, voilà un peu mon parcours. Très intéressant. Et tu vois là, parce que je reviens alors je sais pas quand le podcast sera diffusé dans les prochaines semaines. En fait, le week-end dernier, on avait le plus gros événement d'investissement immobilier de France. On était, je sais pas, quelques milliers, peut-être 5000. Et c'est vrai que tu as beaucoup de formateurs et tout qui te disent, allez à des événements, c'est là où tu rencontres. Alors souvent, eux, ils organisent des événements. Donc, pendant longtemps, je me posais la question, tu vois, à quel point c'était objectif. Mais c'est sûr que j'ai été
tu vois des gens, ils sont, nous on est déterminés, mais il y en a, ils sont encore, ils sont prêts à habiter dans une ruine pendant 1 an, ils sont prêts et tu rencontres des gens et ça va super vite, quoi. En 2 jours, tu peux acquérir. Déjà moi via le podcast, je rencontre beaucoup de gens, mais là, en 2 jours, j'en ai vu peut-être 50 et tu peux t'inspirer d'eux. C'est hyper incroyable. Et puis on dit ce que ça fait, Thibaut. Ce que ça fait, c'est que ça ouvre tes œillères et ça te permet de commencer à croire que c'est possible pour toi aussi. Et c'est ça qui est puissant. Moi, j'ai toujours dans toutes les sphères de ma vie, je cherche un exemple à suivre. Et puis c'est vraiment dans toutes les sphères, là. Quand je vous dis, moi j'ai 51 ans, là. Ben, à chaque décennie, moi je vais chercher des photos, puis je pourrais vous le montrer, là, c'est pas des blagues ce que je vous dis, là. Je peux même vous le montrer si vous voulez. Mais allez hop. Je sais que je suis drôle là, mais ben là, est-ce que les gens vont nous voir, ils font juste nous entendre? Je mettrai ce passage, je le mettrai. OK. Ben moi, à chaque décennie, j'ai une des croyances que je veux vieillir en santé et en beauté. Donc, à chaque fois que j'atteins un cap d'une nouvelle décennie, je vais voir des femmes 10 ans plus vieilles que moi. Et là, je vais chercher des exemples. Donc, ici, là, on en a. Là, je les ai toutes collées ici dans mon livre. Donc, ça, c'est toutes... Puis c'est des femmes connues, là. C'est des actrices. Il y en a que vous connaissez là-dedans. Il y en a des Françaises. Il y en a des et là... Et puis, je prends des femmes inspirantes parce que je me dis, si elle, puis il y en a pas juste une, là, vous avez vu, il y en a plein. Si elle a réussi, moi, je peux. Même chose en immobilier. Quand j'ai débuté, je me suis collée à des gens qui avaient plus d'appartements que moi parce que je me disais, ils vont m'inspirer. Il y a une expression qui dit, si tu veux apprendre à voler, tiens-toi pas avec un dindon. Un dindon, ça ne vole pas. Ouais. Voilà. C'est très utile. Et puis, c'est pour ça que nous, on montre le chemin à certains et puis certains nous montrent le chemin pour certains domaines. Et après, toi, tu peux être bon en investissement, moins bon en sport ou l'inverse. Et tu peux avoir, donc c'est bien d'avoir des modèles. Et puis c'est ça, t'as beaucoup de gens sur Internet qui sont pas toujours légitimes. Si toi, t'arrives à prouver ta légitimité, et ben après, t'as les gens, ils ont juste à faire comme toi. Hein. Et parfois, j'envoie à Michel des gars qui ont réussi et qui ont l'air idiots, tu vois. Il y en a, parce que l'argent et l'intelligence, c'est pas toujours lié. Et je lui envoie à Michel et je lui dis, mais regarde, si lui, il arrive, peu importe le domaine, si lui, tu vois, je suis plus impressionné par un idiot qui a réussi que par un gars super brillant, parce que le gars super brillant, peut-être que voilà, il a des prédispositions, alors que l'idiot, il est juste idiot et en fait, il a peur de rien, tu vois, et en fait, c'est souvent comme ça qu'ils arrivent à faire des grandes choses. Et puis après, à force de rencontrer justement des gens dans son domaine qui ont réussi, souvent ils sont brillants et ils finissent par... Et tu parles pas que des agents immobiliers. Non, les agents immobiliers brillants, ça, bon, voilà, si jamais... On a du mal chez nous. Ici, je sais qu'ils sont meilleurs, ils sont même, il y en a certains, ils sont très bons. Mais alors en France, ah oui, hein. Non, ici, on en a des excellents courtiers, mais vraiment, là, moi, j'ai plusieurs amis qui font ce métier et ils gagnent très bien leur vie, mais ils sont hyper professionnels, hyper performants, là. Vraiment, c'est des kings et des queens. Ouais. Ok. Et comment t'as fait pour gérer tous ces achats? On a vu que tu les as achetés très vite. Il y avait tes immeubles, ils étaient déjà loués ou il y avait des gros travaux? Bon, on a vu que t'as fait un peu de tout, mais comment t'as réussi à gérer tellement d'acquisitions d'un point de vue juste pratique, gérer les travaux, gérer les financements, gérer les locataires? Je suis venue folle. Non. Écoute, c'est une bonne question. Moi, j'ai toujours acheté des immeubles qui avaient les locataires. Il y avait déjà des locataires, c'était pas des immeubles où il y avait des appartements vacants, à part un immeuble plus récemment que j'ai acheté avec des vacants, ça a été mon meilleur deal à vie, mais pour l'ensemble de mon parc immobilier, j'ai géré moi-même jusqu'à 54 appartements. Moi, quand je dis moi, avec un couple de concierges, donc un homme et une femme, là, Gaétan et Louise, ça fait presque 20 ans que je fais affaire avec eux. Ils habitent d'ailleurs dans un de mes immeubles. Alors, eux m'ont beaucoup aidé. Et en 2008, quand j'ai eu mon fils, j'ai juste un enfant, moi, parce qu'il faut comprendre que je faisais pas ça à temps plein, moi, là, gérer mes immeubles. J'avais toute une autre carrière. Je faisais de la télé, des conférences partout au Canada. J'étais allée en Europe aussi. Donc, et là, un bébé qui se rajoutait dans l'équation. Et je voulais être là pour mon enfant. Et là, c'est devenu trop.
Et c'est là que j'ai considéré trouver ce qu'on appelle ici au Canada des gestionnaires d'immeubles. Je pense qu'en France, vous appelez ça des administrateurs de biens. Donc, j'ai confié mes immeubles à des administrateurs de biens. Et ça a été le meilleur move de toute ma vie. Meilleure chose, parce que ça m'a permis pratiquement de doubler très rapidement mon parc immobilier. Parce qu'à partir de là, je ne faisais que ce que j'aimais, chercher des opportunités. Moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Donc, et j'en étais rendue avec 54 locataires à avoir quand même pas mal. J'en avais beaucoup dans mon assiette. Tu sais, quand t'as 54 locataires, t'en as souvent un qui va t'appeler. Et là, moi, ça, j'en avais vraiment marre. C'est là que j'ai dit, avant de me tanner et de tout vendre, ben, je vais trouver un plan B. Et c'est là que je me suis tournée vers la gestion immobilière. Puis ça a été vraiment le meilleur move de ma vie. Ouais, très intéressant. On a la même chose avec les travaux. Tu as des personnes qui commencent avec peu de revenus, ils font eux-mêmes les travaux, sauf que le temps qu'ils finissent un appartement, nous on a le temps d'en acheter 5 et du coup ça coûte aussi. Après, ça dépend forcément de ta situation et de tes moyens au moment où tu y es. Mais avec 50, de toute façon, moi j'ai jamais planté un clou, Thibaut, dans toute ma vie. Et okay. C'est mieux pour mes pouces, je vous le dis. Ok. C'est sûr. La phrase préférée de Thibaut, je pense, c'est quand on discute et qu'on négocie avec des gens, il dit « J'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai un peu d'argent. » J'adore. C'est vrai, parce que le temps, je le passe avec vous. Voilà. Ok. C'est ça. Et là, tu es à 99 biens. En plus, ça sonne bien, quoi. 99 biens. T'as pour projet de rester à ce niveau, t'en voudrais plus, tu voudrais en vendre certains pour en racheter des plus chers. Quelle est ta vision là? Actuellement, tu vois, je viens d'acheter mon 99e bien cette année en Floride. Et là, on est en train de se construire là-bas. Et ça, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à moi parce que les lois américaines diffèrent des lois canadiennes. Alors, on a appris beaucoup à la vitesse grand V là, dans les derniers mois. Ça a été vraiment une belle expérience. C'est pas encore complètement terminé. Là, ça devrait se terminer dans les semaines à venir. Donc, on va pouvoir aller y habiter. On va en faire de la location saisonnière. Donc, on va personnellement en profiter, mais aussi pouvoir louer l'endroit quand on sera pas là. Et je dis souvent qu'actuellement, ma passion, c'est d'enseigner. Ce que je fais avec vous aujourd'hui, j'ai du plaisir à le faire. Donc, je ne suis pas fermée à continuer à investir, mais je dis souvent, s'il y a un deal qui m'arrive sur un plateau d'argent, alors une super opportunité, je vais pas dire non, c'est clair. D'ailleurs, quand on a acheté en Floride, on a fait un super deal. On a fait presque plus de 50 000 $ là, en achetant de profit, mais en même temps, ma passion, c'est l'enseignement. Ça a toujours été. J'adore ce que je fais, j'ai du plaisir à le faire. Donc, mon focus est beaucoup là depuis des années, mais quand il y a des belles opportunités, go, j'y vais et je les achète, c'est sûr. Bien sûr. Ouais, très, très, très intéressant tout ça. Et juste, il y a un dernier point sur lequel je voulais revenir. Quand tes immeubles, est-ce qu'au Canada, si je me trompe pas, tu peux le faire, quand tes immeubles, ils prennent de la valeur, tu peux t'en resservir, non, ou si t'as bien acheté, pour faire des prochains financements. C'est comme ça que ça fonctionne, non? Ouais, on appelle ça le retrait d'équité. Donc, ton immeuble a pris de la valeur, ton immeuble aussi a eu ce qu'on appelle à tous les mois, tu as fait du remboursement de ton hypothèque. Et dans ça, il y a évidemment des intérêts, mais il y a du capital. Donc, après quelques années, tu peux faire réévaluer ton bâtiment et aller chercher ce qu'on appelle l'équité, donc une portion de la plus-value et de ce que tu as remboursé en hypothèque. Okay. Donc ça aussi, c'est sûr que c'est vraiment intéressant. Très, très intéressant. Ok. Et donc aujourd'hui, si on fait le tour, tu as 99 appartements, tu es formatrice, tu fais encore d'autres choses? Tu passes encore à la télé? Ouais, je fais de la télé, j'écris, je suis en train encore d'écrire un livre là, sur mon parcours d'investisseuse immobilier. Moi, j'ai écrit à ce jour 6 livres, mais là, je suis à mon 7e. Ça va être la première fois que j'écris sur l'immobilier. Et évidemment, j'anime des lives, tu sais, je gère ma business et je suis très sportive, donc je monte des montagnes. J'ai la chance d'habiter. Si je tournais ma caméra, vous pourriez voir ici, je peux voir les skieurs l'hiver. Là, je les vois défiler la pente de ski. Donc moi, je monte des montagnes. Je suis très 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 sportive. J'adore ça. Pour moi, ça fait partie un esprit sain dans un corps sain.
Et bien sûr, je suis très active dans mon rôle de mère avec mon bel adolescent que j'adore et mon mari. Alors, si je veux pas avoir un troisième mari un jour, je fais attention à celui que j'ai en ce moment. Surtout si t'as une maison en Floride maintenant, là, ça commence à compter. Là, faut pas trop se tromper. Ouais. Ok. Exact. Et tu peux nous dire, j'ai eu pas mal de sportifs ou de gens des investisseurs qui faisaient beaucoup de sport. C'est un point assez commun. T'as une routine de sport? Tu t'entraînes combien les jours. Tous les jours? Tous les jours. Ok. Moi, je m'entraîne tous les jours. Évidemment, j'aime courir à l'extérieur, monter des montagnes, mais évidemment, le Québec est un endroit où il y a parfois de la neige, du verglas, beaucoup de pluie. Alors moi, j'ai un tapis roulant. Comment? 2-3 jours par an, ouais, à peu près. Chez vous, mais nous, ouais, non, chez nous, chez vous, c'est de octobre à avril, ouais. Ouais, exact. Donc, on est limité quand même, tu sais, dans l'activité. Alors, moi, j'ai un tapis roulant dans mon bureau ici, dans mon studio. J'ai un tapis roulant à la maison. Alors, j'ai no excuse. Tu sais, c'est every day. Tous les jours, je cours. Et ce que je fais, j'ai toujours avec moi sur le tapis roulant ma tablette, donc mon iPad, et je me forme. Alors, j'écoute des podcasts, j'écoute donc toutes sortes de trucs pour nourrir mon esprit en même temps que mon corps. Donc, j'ai vraiment l'impression que je maximise. Je fais aussi du yoga chaud. Je sais pas si c'est populaire en France, mais ici, on a des studios de yoga dans lesquels il fait hyper chaud. Ok, je connaissais pas le principe en tout cas. Ouais. C'est vraiment génial. C'est hyper relaxant. Je fais du tennis aussi. Bon, je prétends pas être bonne en tennis, là, pas du tout. Je suis quand même à mes débuts, ça fait quelques années. Donc oui, j'adore tout ce qui est sport. Pour moi, c'est ma thérapie. Tu sais, j'ai pas besoin de médicaments. Je dors bien parce que je fais du sport. Ouais, super intéressant. C'est très intéressant de voir que peu importe l'âge, le sport, puis on voit bien, t'as la pêche, donc une peau de pêche et t'as la forme. Ok. Donc on a vu, t'as des projets. Il y a des choses que tu voudrais faire que tu peux encore lancer? Actuellement, je vous lance une primeur. Je suis en train de développer un autre programme en ligne. Moi, je reviens à mes anciennes amours dans le sens où quand j'ai commencé sur le web, quand je vous ai parlé tantôt de la fameuse rencontre de Mastermind qu'on avait fait à Miami avec, on devait être 40 web entrepreneurs. Là. Il y avait des gros noms là-bas. Cédric Anissette était là, vous devez connaître. Olivier Séban, il y en avait plein. Là. Bref. Ça, c'était en quelle année à peu près? Écoute, ça fait 7 ans parce que moi, ça fait 6 ans que j'ai lancé Imo Réussite. C'était 1 an avant. OK. Donc, ça fait 7 ans de ça. Et moi, j'étais dans le développement personnel. Donc, j'avais des programmes de formation en ligne sur la psychologie positive, sur l'ADN succès, etc. Et là, je relance dans quelques mois un nouveau programme qui va s'appeler Mindset Réussite. Parce que pour moi, je réalise que ce qui a fait mon succès, non seulement comme investisseuse, mais aussi comme web entrepreneur à succès, comme auteur à succès, comme conférencière, parce que j'ai donné des milliers de conférences en présentiel sur des stages avec 5, 6, 700 personnes. Tout ça n'aurait pas été possible si j'avais pas travaillé toute ma vie mon mindset. Moi, j'ai commencé à investir dans mon cerveau et à travailler mes croyances quand j'étais jeune. Je devais avoir 17 ans quand j'ai lu le fameux livre que vous avez sûrement lu, Think and Grow Rich, donc Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Pour moi, ça a été un déclencheur. J'ai fait comme, OK, je peux réfléchir et faire de l'argent. Et je n'ai jamais arrêté. J'ai fait toutes les formations d'Anthony Robbins, j'ai fait toutes les formations de T. Harv Eker, j'ai fait Brandon Bouchard aux États-Unis. Tu sais, j'ai investi beaucoup. Moi, je crois que quand on se forme pour s'améliorer comme être humain, comme entrepreneur, on y regagne au centuple. Et alors là, je me relance dans quelques mois une nouvelle formation en ligne sur le mindset. Donc, ça sera pas juste pour les investisseurs immobiliers, ça va être pour tout le monde. Quelqu'un qui est auteur et qui va avoir plus de succès, quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui est dans la crypto-monnaie. Tu sais, c'est pas tant ce que tu fais, c'est plus comment je peux travailler mon mindset pour être au top dans ma vie à tous les niveaux. Et être au top dans sa vie, ça veut pas juste dire faire de l'argent. Pour certaines personnes qui nous écoutent, c'est juste de dire je veux avoir une belle vie équilibrée, je veux être bien dans mon couple, je veux être bien dans ma relation avec mes enfants. Tu sais, le succès et le bonheur, c'est tellement relatif d'une personne à l'autre.
Bien sûr. Puis il y a plusieurs piliers. Il y a ta santé, il y a l'argent, il y a ta famille, il y a l'endroit où tu habites. Il peut y avoir plein de choses. Mais je pense que tu as vraiment raison et c'est super cool. Et on te félicite de retourner à ça parce qu'on s'en rend compte, nous, avec Thibaut, comme on suit pas mal de plus en plus de gens qui font de l'IMO. Et c'est vrai que l'esprit d'entrepreneuriat et l'esprit, et en fait la motivation, c'est vraiment l'étape numéro 1 avant même de commencer à comprendre comment ça se passe, comment on calcule un rendement ou tout ça. Mais c'est vrai que souvent on en a qui nous rappellent et qui nous disent, en fait, ça me motive d'avoir des objectifs, de savoir qu'on va travailler ensemble. Et c'est vraiment la motivation qui fait beaucoup. On en a un en France, Yann Darwin, qui dit souvent faut se sortir les doigts. Lui, il le dit un peu vulgairement. En vrai, la motivation, c'est... Ouais, puis avoir des objectifs, raison, et puis après, puis quand tu veux quelque chose... C'est top. Quand t'as un objectif, c'est comme ça qu'on est heureux, surtout quand on tend vers cet objectif. C'est pas trop quand on l'a réalisé, mais c'est souvent en tout cas pour les objectifs professionnels. Ok, top. J'ai des questions pour la fin. Vas-y. Normalement, je fais un podcast d'1 heure, mais là, voilà, on est déjà à 1 heure, mais ça fait super plaisir. Et puis, il faut bien qu'on paye le déplacement, hein. En tout cas, le déplacement de Michel jusqu'au Canada. La première, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors, t'as dit que t'as suivi pas mal de formations. Peut-être c'est dans une formation, peut-être ça peut être. Est-ce que quand tu parles du meilleur conseil, est-ce que c'est en lien avec l'immobilier ou pas nécessairement? Forcément. Non, plutôt justement dans ta vie. Après, ça peut être dans l'immobilier, hein, regarder les tuyaux, je sais pas, faire appel à un inspecteur. Non, mais plutôt dans ta vie. Non, pour faire du pouce sur ce que vous avez dit, moi, ce à quoi j'adhère le plus et le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est ton attitude génère ton altitude. Et ça, j'y crois. Tu sais, je dis toujours à mes membres, t'as beau venir chercher toutes les connaissances, justement comme tu le disais, Michel, sur comment calculer la rentabilité, comment dénicher des bons deals, mais en même temps, si t'as des peurs, t'as des doutes, tu vas procrastiner. Donc, travaille ton attitude, travaille ton mindset. Et moi, vraiment, c'est ce que j'ai cultivé toute ma vie, dans toutes les sphères de ma vie, autant dans mon rôle de maman. J'ai lu tous les ouvrages qui existent sur comment être une bonne mère, comment gérer un poupon, ensuite un enfant, après ça un ado. En ce moment, on est dans l'adolescence. Et j'ai plein d'amis qui ont des enfants du même âge et qui me disent « Oh, comment ça se fait, toi, que c'est si facile avec ton fils? Je suis pas mieux qu'une autre. » Mais je suis allée chercher les outils, je comprends dans quelle étape de sa vie il est rendu. Donc, tu sais, nourrissez votre mindset. Moi, c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné, que j'ai suivi et que je continue à faire au quotidien. Ok, top. Ton attitude, c'est quoi ton attitude? Génère ton altitude. Oui. Très intéressant. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que t'as, si on appelle ça un peu un life hack ou je sais pas, quelque chose qui fonctionne bien, que tu fais soit dans ton organisation. Donc là, ça peut être plutôt dans ta vie pro. Comment, tu vois, t'as plusieurs activités. Comment peut-être, est-ce que tu te les notes? Est-ce que le soir, tu penses au lendemain? Tu te lèves tôt, tu te couches tard? Est-ce que t'as un petit tips à nous partager? Moi, je suis une couche tôt, lève tôt. Donc, moi, c'est pas rare que je me couche à la même heure que mon adolescent. Et heureusement, mon mari est comme moi. Mais ça, c'est moi. Tu sais, moi, j'ai toujours cru en la maxime qui dit « l'avenir est aux gens qui se lèvent tôt ». Et ça fait mon affaire de croire ça. Je dis pas que c'est la vérité, mais pour moi, ça fonctionne. Et je suis une fille hyper organisée, performante. Et j'explique ce que je veux dire, puis c'est pas pour me lancer des fleurs, mais moi, j'ai étudié beaucoup la gestion du temps. Je l'enseigne aussi d'ailleurs dans ma formation. Je l'ai enseigné à l'époque quand j'enseignais, parce que j'ai enseigné aussi à l'université. Et pour moi, les principes de gestion du temps, c'est pas tant le nombre d'heures que tu travailles dans une journée, c'est plutôt est-ce que tu travailles efficacement. Alors moi, si je décide que je travaille 2 heures aujourd'hui, mais que je suis focus, ça va être incroyable le boulot que je vais pouvoir accomplir en 2 heures, alors que d'autres vont mettre 6 heures pour faire les mêmes tâches parce qu'ils sont toujours dérangés, parce qu'ils sont pas focus. Donc moi, ça, j'ai compris ça parce que je veux pas travailler beaucoup. Moi, mon idéal est de travailler 15 à 20 heures semaine et c'est ce que je fais pas mal depuis des années. Donc, je travaille pas plus que ça. Puis, j'ai déjà mis un peu plus de temps, mais tu sais, j'ai jamais été une workaholic. Jamais. Pour moi, la vie est tellement
belle et il y a tellement d'autres choses. J'adore ma business, j'adore ce que je fais, mais j'adore être avec mon mari, j'adore voyager, j'adore être avec mon enfant, j'adore être là pour mes parents, j'adore faire des soupers entre amis. Donc, la vie, c'est pas le travail pour moi, mais pas du tout. La vie, c'est un équilibre, c'est le plaisir, c'est la liberté. Mais pour ça, pour dire je travaille pas beaucoup d'heures dans une semaine, faut être focus, faut être organisé. Donc oui, j'ai un agenda. Je sais tout le temps dans ma tête, là, c'est très clair pour moi ce que j'ai dans la semaine à venir, là. Je le sais par cœur. Qu'est-ce que j'ai demain? J'ai toujours mon agenda en tête. Je travaille avec Outlook, hein, qui est, vous connaissez ça. Et si une journée, j'ai pas eu le temps de faire mes priorités, je le mets au lendemain. Je travaille beaucoup avec la loi de Pareto, donc le 80-20. Hein? Alors, je focus sur le 20% dans lequel je suis la meilleure. C'est quoi mon 20% aujourd'hui? Ben aujourd'hui, c'est d'être avec vous parce que j'espère vous donner du contenu intéressant. C'est ça que j'aime. Tu comprends? Donc, je vais pas passer 3 heures dans mes emails alors que je peux être avec vous. Ça, c'est mon 20%. Et il y a personne d'autre qui peut le faire à ma place. Mais il y a plein d'autres choses que mon équipe peut faire à ma place. Donc ça, je le délègue. J'ai jamais eu de misère à déléguer non plus. Je ne suis pas micro-management. Donc, tu sais, je t'en donne des trucs en rafale, mais c'est vraiment comment je suis. Et moi, ça me réussit. OK. Eh ben, top. Je pense qu'on a fait un bon petit tour, Stéphanie. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Si on veut te contacter, c'est... écoutez, les gens peuvent évidemment me trouver partout sur les réseaux sociaux, imoreussite.com. Si vous tapez Stéphanie Milot dans Google, vous allez arriver sur ma chaîne YouTube, sur mes profils Facebook. J'ai des groupes Facebook en immobilier aussi. J'ai une chaîne YouTube très, très, très remplie avec même des trucs en développement personnel pour les gens qui auraient envie de me suivre plus. Tu sais, parce que là, on parle d'immobilier aujourd'hui, mais c'est pas parce qu'on est investisseur qu'on veut pas travailler sur nous-mêmes. Donc, en allant voir ma chaîne YouTube Stéphanie Milot, les gens vont me trouver très facilement. Ok, top. Et la dernière question qui vient de m'arriver, c'est toi, t'aides les investisseurs au Québec ou dans tout le Canada? Partout. Même en Europe, on a des gens qui joignent notre formation en France, en Belgique, en Suisse, parce que quand j'ai lancé le programme il y a 6 ans, on s'est déplacé à Paris et j'avais des entrevues. Alors, j'ai une vingtaine d'experts de chez vous qui viennent parler, entre autres, de la fiscalité, parce que la fiscalité, on va se le dire, elle est pas pareille au Canada qu'en France, par exemple, et aussi du côté législatif qui est différent. Alors, j'ai plus d'une vingtaine d'experts de chez vous. Alors, on a énormément aussi de clientèle de chez vous. Ok, top. Eh ben, super intéressant. Merci Stéphanie, merci Michel de nous avoir mis en contact. Et puis c'était un plaisir. Et puis à très bientôt. Merci à tout le monde qui nous a écoutés. Ok, allez, bonne journée à vous et bonne soirée pour moi. Allez, ciao. Bisous, bye bye. Bisous. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère que vous êtes laissé porter par l'énergie de Stéphanie. J'ai passé un moment très très agréable en sa compagnie et puis on ressort vraiment surmotivé. Donc si vous écoutez ça de bon matin, je pense que vous avez vraiment une journée, vous allez tout casser. Comme toujours, c'est la fin de l'épisode. Si vous voulez, vous pouvez même vous arrêter là. Pensez à noter, à partager. Si vous avez moins de 99 appartements, et ben voilà, vous avez forcément beaucoup à apprendre de ces retours d'expérience de Stéphanie, de moi, de mes invités. J'espère qu'il vous a plu l'épisode. Et pour en revenir au début du podcast, partagez-moi si vous connaissez des investisseurs à l'étranger et des personnes expatriées qui travaillent à l'étranger, même si elles sont salariées, pour qu'elles puissent partager leur expérience. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve mercredi prochain. Bye bye.